Bienvenue à cet entretien spécial invité de Balafon, de la rédaction sur Balafon Télévision. Le Cameroun, pays pivot de l'Afrique centrale, vient de traverser une séquence électorale majeure dont les résultats sont désormais au centre des débats sur la démocratie et la gouvernance. Pour décrypter ce moment charnière et évaluer l'impact de la nouvelle stratégie européenne sur notre continent, nous avons le privilège ce soir de recevoir son Excellence Jean-Marc Chatenier, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun. Fort d'une carrière diplomatique de haut niveau, il est le garant de la politique de l'Union européenne et bien sûr de l'implémentation de sa vaste stratégie d'investissement sur le territoire camerounais. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Vous êtes à Douala depuis quelques jours maintenant. Vous êtes là pour des rencontres en vue de soutenir ceux et celles qui innovent et développent l'économie de la culture camerounaise. Peut-être un mini-bilan de ce séjour à Douala dans ce cadre-là. Merci. Alors c'est d'abord pour moi un plaisir d'être à Douala. C'est une ville que j'apprécie énormément. C'est une ville qui vibre, dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Et pour moi, c'est toujours une très belle opportunité de rencontrer des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des gens qui ont plein d'idées. Tout à l'heure, on a eu une réunion avec des startups, avec des gens aussi qui tiennent des incubateurs, des financiers. Donc c'est l'occasion de construire des partenariats, d'être ensemble. Et puis cette visite à Douala, c'est l'occasion pour moi de rencontrer un certain nombre de personnes et de faire ce qui est le cœur du métier de tout diplomate, c'est d'abord celui d'écouter et d'entendre ce qui est dit. Et lorsque vous avez discuté, vous avez écouté ce qui est dit, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu à Douala ? Je n'ai pas à être satisfait ou ne pas être satisfait, je suis là dans l'écoute, j'essaie de comprendre, j'essaie de dialoguer, j'essaie de voir ce qui va pas, et puis voir comment aussi il y a un accompagnement derrière. Comment l'Union européenne peut mieux travailler ensemble avec nos partenaires, comment les projets qu'on met en œuvre, enfin, ou qu'on veut soutenir, soient effectivement mieux accompagnés, soient mieux financés. Comment on peut rendre aussi plus compréhensible. Parfois l'Union européenne est un peu difficile à comprendre, nos programmes sont parfois un peu lourds, un peu techno, et donc parfois faire en sorte qu'ils soient mieux compris et qu'on essaye de répondre aux questions, aux nombreuses questions qui nous sont posées sur ces projets et sur ces programmes. Monsieur l'ambassadeur, l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun est terminée. L'opinion publique critique le manque de transparence. L'Union européenne, en ne condamnant pas fermement les défaillances, n'a-t-elle pas, selon vous, une fois de plus, sacrifié ses principes démocratiques au profit de la stabilité politique de la région ? Écoutez, je ne crois pas qu'on sacrifie de quelconque principe démocratique. On est là d'abord, on n'avait pas de mission d'observation électorale. L'Union européenne, il n'y avait eu aucune demande de mission d'observation. Nous n'avons pas été partenaires de l'organisation de ces élections, nous n'avons pas été observateurs. Nous travaillons dans de nombreux pays souverains qui organisent leurs élections et nous n'avons pas forcément notre mot à dire sur chacune de ces élections. Nous avons pris note d'un certain nombre de choses qui se sont passées. Bien naturellement, mais ce n'est pas à nous de juger, nous ne sommes pas les juges de paix de ces élections, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel du Cameroun, nous ne sommes pas une autorité judiciaire transnationale ou internationale qui serait chargée de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Simplement, nous sommes là pour aider, pour accompagner, pour discuter, pour voir peut-être comment aussi on peut améliorer les choses. Mais aussi en tirant des leçons, parfois chez nous aussi, il se passe des choses qui ne se passent pas formidablement bien. Toutes les élections dans le monde aujourd'hui font l'objet un peu de contestation. Donc il y a aussi un apprentissage que nous devons avoir les uns et les autres de nos différents processus. Et je crois que c'était pour nous intéressant d'observer ce qui s'est passé. Vous l'avez dit, Excellence, vous avez observé, vous avez noté des points. Est-ce que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs ce que vous avez noté comme point de cette élection présidentielle ? Écoutez, on a noté son déroulement, on a noté son organisation, on a regardé ce qui s'est passé. Mais une fois encore, je tiens à vous répéter, nous n'étions pas en position d'observation. Nous n'avions pas d'observateurs électoraux, comme parfois il se passe dans certains pays qui demandent ces missions d'observation électorale internationale. Il n'y avait pas de mission électorale de l'Union européenne.
Donc nous ne sommes pas entrés, je dirais, dans le secret des urnes ou dans le secret des bureaux pour voir exactement ce qui s'est passé. Et donc c'est pas à nous de juger en fait ces élections. Et d'ailleurs nous nous en abstenons soigneusement. Ce sont des élections souveraines organisées par le Cameroun que nous respectons. Mais depuis des années, l'Union européenne insiste sur les réformes électorales au Cameroun. Pourquoi ces recommandations restent-elles lettres mortes? Alors je ne crois pas, je ne pense pas que nous préconisions telle ou telle réforme électorale. Ce que nous préconisons, c'est ce que nous préconisons pour nous-mêmes aussi, c'est qu'il y a un consensus sur l'organisation des élections. Que les différentes parties prenantes dans une démocratie, le gouvernement, les partis d'opposition, se mettent d'accord sur les règles du jeu. Alors après, c'est pas à nous, Union européenne, enfin c'est pas ma vision de l'Union européenne de dire il faut faire ça ou on vous dit de faire ça. Nous ne sommes pas en position de prescripteur, nous ne sommes pas en position de donneur de leçons. Ce que nous disons, c'est que dans tout fonctionnement démocratique, il faut qu'il y ait un respect, qu'il faut qu'il y ait une écoute, il faut qu'il y ait un accord consensuel sur le fonctionnement des règles démocratiques. Et c'est pas facile parce que vous voyez même que dans un certain nombre de pays dits occidentaux ou des grands pays dans le monde, pas forcément, enfin pays du continent latino-américain, le Brésil pour ne pas le citer, les États-Unis, en Europe, un certain nombre de pays sont confrontés à des contestations électorales fortes. Avec des remises en cause de légitimité électorale. Donc c'est pas forcément à nous de donner des leçons, mais nous devons peut-être aussi apprendre les uns des autres de ce qui se passe. Et ce que nous devons, la chose qu'on doit porter comme message, c'est le message du dialogue, de l'écoute, du respect mutuel. Et c'est le message que je veux faire passer auprès de vous. Il y a un homme politique français, alors je suis européen d'abord, mais il y a un homme politique français que j'admire beaucoup qui s'appelait Pierre Mendès France, et qui disait que l'essentiel dans une démocratie, c'est pas forcément tant l'élection que le respect des règles de fonctionnement avec l'opposition, de discussion avec l'opposition, le respect des règles de droit. Voilà, les élections ne sont qu'une petite partie du fonctionnement d'une démocratie. Mais, monsieur l'ambassadeur, votre influence est-elle surestimée ou pensez-vous qu'il y a un manque de volonté politique de l'Union européenne pour conditionner son aide à de véritables avancées démocratiques? Écoutez, je crois que nous sommes plus dans une phase de conditionner quoi que ce soit. Ouais. Nous sommes dans une phase de dialogue, de discussion, de partenariat. Nous sommes passés de l'accord de Cotonou qui prévoyait un certain nombre de dispositions très prescriptives sur le respect des règles démocratiques. C'était l'article 96, c'était des choses très définies dans le texte, à quelque chose qui est plus conçu sur le partenariat, qui est plus conçu sur le fait qu'on essaie d'avancer ensemble, de progresser ensemble, mais nous ne sommes plus en position, si nous ne l'avons jamais été, de donneur de leçons, de dire voilà, il faut vraiment faire ça ou faire ça, c'est ça le bon, c'est ça le mauvais. Je crois que ce n'est pas le rôle d'un partenaire international d'être dans ce positionnement. Par contre, le partenaire international, le diplomate, il est dans l'écoute, il est dans le message qui peut être passé, mais il n'est pas non plus dans la clameur publique. Donc pour moi, c'est un processus de dialogue, d'écoute, de respect mutuel, dans lequel nous échangeons effectivement sur un certain nombre de sujets. Mais vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez noté des points, et certainement vous avez noté ce point-là, puisque des journalistes et des activistes ont été détenus, et même des manifestants dispersés durant la séquence électorale d'octobre dernier. Que faites-vous concrètement, au-delà des communiqués, pour protéger les défenseurs des droits humains et bien sûr la liberté d'expression au Cameroun, surtout face au régime qui dure? Bon, donc d'abord, là, ça va au-delà. Vous avez rappelé d'abord le communiqué que nous avons fait, que Bruxelles a fait, et nous avons appelé à la libération évidemment des personnes qui étaient arbitrairement détenues. Et là, déjà, c'était un acte, un appel qui est fort dans le fonctionnement démocratique. On est dans un positionnement où, là aussi, on est dans un dialogue, dans un débat dans lequel on n'est pas forcément dans
je dirais, dans la discussion publique. C'est des sujets délicats, ça implique des personnes, ça implique des individus, ça implique de ne pas mettre en difficulté ces personnes, ça implique que nous soyons dans un processus de discussion et de dialogue sur ces sujets, d'écoute aussi. La corruption au Cameroun est endémique. D'ailleurs, l'actualité le montre encore avec ces fonctionnaires du ministère du Cadastre qui ont été suspendus par le ministre Henri Eyébé ici. Mais comment l'Union européenne justifie-t-elle de continuer à verser des fonds massifs alors que ses propres rapports pointent l'inefficacité des mécanismes de contrôle et des risques élevés de détournement? Alors là aussi, je ne pense pas que nous soyons dans le jugement. Nous avons des contrôles des fonds que nous distribuons nous-mêmes. Nous avons des mécanismes d'audit qui sont en place. Nous veillons à ce que les fonds, bien sûr, que nous apportons ne soient pas détournés. En ce moment même, d'ailleurs, nous avons une mission de la Cour des comptes européenne qui est en train d'examiner un certain nombre de projets et de programmes qui sont financés par l'Union européenne au Cameroun. Et donc, bien sûr, nous avons des règles qui permettent de nous assurer que les fonds que nous apportons en aide au Cameroun et au peuple camerounais ne font pas l'objet de détournement et de corruption. Donc nous sommes bien sûr très vigilants sur ce point. Nous sommes aussi en position d'accompagnement du Cameroun dans ses efforts de lutte contre la corruption. L'Union européenne s'est notamment portée en appui à la Cour des comptes camerounaise. Et nous avons eu une assistance technique, nous avons apporté un certain nombre de soutiens à la Cour des comptes et je crois qu'il y a un certain nombre de rapports de la Cour des comptes camerounaise sur un certain nombre de sujets, je crois notamment les fonds Covid ou d'autres sujets qui ne concernaient pas directement l'Union européenne, oui, mais sur lesquels l'expertise technique de l'Union européenne a permis de travailler à la lutte contre la fraude et contre la corruption. Et à ce moment, n'est-ce pas un double standard face à d'autres pays où l'aide est immédiatement suspendu? Écoutez, non, il n'y a pas de double standard. Je crois que nous sommes toujours dans une position... La corruption n'est pas un problème uniquement propre au Cameroun. On la retrouve dans un certain nombre on la retrouve partout dans le monde. On la retrouve dans un certain nombre aussi de pays européens. Et donc nous devons apprendre aussi les uns des autres des mécanismes de lutte contre cette corruption que nous avons en place. Procéder à plus d'échanges, à des travails de pair... Et je pense plus d'échanges entre les différents mécanismes de contrôle qui peuvent exister. L'Union européenne présente Global Gateway comme l'alternative au financement chinois, mais l'opinion publique y voit une réponse tardive et conditionnée. Qu'est-ce qui garantit que ce programme ne va pas simplement accentuer la dépendance économique sans permettre une rupture avec les modèles de prêt classiques? Alors je pense qu'on ne présente pas du tout Global Gateway comme une alternative ou comme une pâle copie de ce que feraient nos amis chinois. On n'est pas en concurrence avec eux. Nous, on veut proposer un modèle de coopération Global Gateway qui est basé sur le lien, qui est basé sur le partenariat, qui est basé sur la construction de ponts entre les hommes et les femmes et pas la construction de murs. Et donc favoriser ce qu'on appelle la connectivité, favoriser les échanges économiques, favoriser les échanges humains. L'Union européenne au Cameroun a financé très concrètement 3 projets de ponts qui sont l'un avec la frontière avec le Nigeria. Plus récemment, nous venons de financer le pont sur le Logone qui relie le Cameroun et le Tchad et nous allons travailler sur le pont sur le Thème qui relie le Cameroun avec la Guinée équatoriale. Donc nous sommes dans ce processus Global Gateway sur la création de la connectivité, du lien, du digital. Tout à l'heure, j'assistais, vous l'aviez cité tout à l'heure, je crois, au Token Show que nous avions avec des jeunes start-up et des incubateurs, etc. Voilà, il y a une énorme révolution digitale dans le monde entier en ce moment. Il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a une nécessité qu'on soit ensemble pour faire face à ces défis. Et l'Union européenne, à travers ce programme Global Gateway, elle est en partenariat, elle est en co-construction, on essaye aussi d'apprendre les uns des autres de ce que nous pouvons faire de mieux. Moi, j'ai été épaté, je vais vous le dire tout simplement, lors d'une visite à Boya, il y a quelques mois, ou l'an dernier, à l'université, il y avait un centre digital au sein de l'université de Boya, et vraiment, j'étais impressionné.
par les compétences des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises que j'ai rencontrés. Je suis aussi, pas sidéré, mais impressionné par le taux de succès des jeunes Camerounais et Camerounaises, en particulier anglophones d'ailleurs, dans nos programmes Erasmus et dans le programme d'échange de compétences universitaires, avec des taux de réussite extraordinaires pour intégrer des masters européens dans les différentes universités européennes. Donc c'est ça l'esprit de Global Gateway, c'est la mise en contact, la connectivité, et c'est loin de, je dirais, de l'esprit de l'aide traditionnelle. On est vraiment dans le partenariat. Excellence, l'Union européenne exige transparence et bonne gouvernance. Quelles mesures concrètes prendrez-vous si l'un de vos projets, Global Gateway, était entaché d'une affaire de corruption avérée aujourd'hui, impliquant de hauts responsables camerounais? Iriez-vous jusqu'à l'arrêt du financement et une poursuite ou des poursuites judiciaires? Je pense que la question ne se pose même pas sur l'arrêt du financement. Bien sûr, dès qu'il y a une soupçon de corruption, et si celui-ci est bien sûr avéré, parce que parfois il peut y avoir des accusations qui sont inventées, mais s'il y a vraiment des faits avérés de corruption, et qu'il s'avère que c'est des hauts responsables qui seraient impliqués, et je parle vraiment au conditionnel, bien sûr l'Union européenne, dans cette hypothèse, arrête immédiatement ses financements. Quant aux procédures judiciaires que vous évoquez, elles seraient forcément, je pense, engagées par la République du Cameroun. Vous avez évoqué tout à l'heure un ministre qui avait suspendu un certain nombre de responsables du cadastre. Ouais. C'est la même chose que nous attendrions, évidemment, c'est pas nous qui diligenterions les enquêtes judiciaires, mais nous attendrions évidemment que le gouvernement camerounais mette en place toutes les diligences judiciaires pour enquêter sur les faits, établir les faits, et si jamais les faits sont avérés, s'assurer effectivement que les responsables de ces faits soient traduits en justice camerounaise. Revenons sur les différents partenariats. Eh bien, le Cameroun se tourne aujourd'hui vers la Russie, la Chine, la Turquie. N'est-ce pas le signal que l'Afrique se fatigue un peu du cahier des charges occidentales et préfère des partenaires qui n'imposent pas de leçons de morale sur la gouvernance? Je crois que tout ce que je viens de vous dire, c'était pour vous dire que, justement, on n'avait pas de leçons de morale à donner. Nous reconnaissons un certain nombre d'erreurs. Nous avons aussi nos propres affaires, y compris au niveau européen. Nous avons une Cour des comptes européenne qui enquête sur ces sujets quand ils arrivent. Nous ne sommes pas dans une position de donneur de leçons. Je ne sais pas non plus si les modèles que vous évoquez soient tous des modèles totalement enthousiasmants, parce que les modèles en question peuvent avoir certaines contreparties, pas forcément les mêmes que celles que vous venez d'évoquer en termes peut-être de démocratie ou d'état de droit, mais je crois que les interventions... Pour les citer, la Russie, ce n'est jamais des interventions gratuites, c'est toujours des contreparties qui sont recherchées sur certaines contreparties minières. Donc on peut le dire aussi pour les pays de l'Union européenne. Non, on ne peut pas le dire. Nous, on est des partenaires et on achète d'égal à égal. Et on est dans une logique partenariale équilibrée. Et je pense qu'il y a certaines distorsions. Et comment se concrétise cette approche d'égal à égal, monsieur l'ambassadeur? Elle se concrétise par des échanges, par des investissements qui respectent un certain nombre de règles de droit. Et nous, on veille particulièrement à ce qu'il n'y ait pas effectivement de distorsion du droit international, du commerce international. Et on n'est pas dans entre guillemets, dans la prédation des ressources naturelles de nos pays partenaires. Les Chinois, c'est un petit peu différent. Je ne porte pas le même jugement sur tous, mais la Chine, vous avez toujours quand même une composante très forte d'aide liée chinoise, avec des équipements chinois ou des ouvriers chinois qui viennent travailler sur les chantiers qui sont financés par la Chine. Donc chaque partenaire a des règles qui ne sont pas toujours aussi accommodantes. Ce n'est pas forcément cadeau. Il y a toujours des contreparties dans le droit, dans les règles du commerce international. Pour l'Europe, je tiens à vous dire, oui, nous avons des intérêts en Afrique, nous avons des intérêts au Cameroun, nous avons des intérêts économiques, mais nous acceptons de les mettre clairement sur la table, de poser clairement sur la table et de faire en sorte qu'on puisse les discuter ensemble. Et je pense que ce qui caractérise l'Union européenne par rapport aux partenaires que vous avez cités tout à l'heure, c'est la clarté finalement des conditions que nous posons et que le Cameroun peut aussi poser à l'Europe.
C'est-à-dire que pour moi, tout système de coopération, tout système de partenariat, il est aussi construit dans la réciprocité. Et ce n'est pas uniquement un partenaire qui impose des conditions, c'est des deals qui doivent se faire et des deals qui doivent respecter, alors pour nous peut-être parce qu'on est un petit peu naïf, on pense que ces deals doivent aussi respecter les souverainetés populaires, doivent répondre aux intérêts nationaux du pays partenaire et donc c'est très très important pour nous qu'il y ait cet équilibre et cette transparence de ce que nous faisons. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, nous avons évoqué ces rencontres de Douala pour soutenir ceux et celles qui innovent et développent l'économie et la culture camerounaise. Vous l'avez remarqué, la jeunesse crée des entreprises au Cameroun. Où sont les milliards d'euros pour les petites et moyennes entreprises camerounaises qui luttent contre la concurrence européenne? Est-ce que les fonds de l'Union européenne ne sont pas trop souvent orientés vers des projets d'infrastructure profitant davantage aux grandes entreprises européennes? Alors je ne sais pas si c'est orienté, vous avez raison de le dire. Bon, je ne pense pas que ce soit forcément orienté vers les grandes entreprises européennes. Mais quand on fait un petit peu le bilan, on a commencé à faire un premier bilan de nos actions, et notamment dans le bilan Global Gateway, on s'aperçoit qu'on a une tendance à apporter un financement pour des grandes infrastructures. Et ça, c'est important. Ça répond aussi à un besoin. Sans route, sans énergie, sans électricité, sans un système digital et l'accès au numérique, voilà, vous n'avez pas non plus de développement. Et les entreprises en question, si elles n'ont pas de route pour exporter, si elles n'ont pas d'énergie pour produire et si elles n'ont pas de numérique pour se connecter au monde, elles auront bien du mal à travailler. Donc on a un biais peut-être qui peut se justifier sur de l'investissement un petit peu lourd, les infrastructures que je vous citais tout à l'heure, bien sûr les ponts, mais aussi le barrage de Nartigal, sur lequel on a apporté des financements, le barrage de Kikot, sur lequel on envisage d'apporter des financements, la voie de contournement de Yaoundé, le travail qu'on va peut-être faire à la demande des autorités camerounaises sur la route nationale 3 entre Douala et Yaoundé. Bon, ça répond à des vrais besoins. Et ce n'est pas uniquement des entreprises européennes. Il y a des entreprises européennes, mais il y a aussi des entreprises camerounaises, africaines et d'autres. Mais par contre, on s'est aperçu, et là vous avez un petit peu raison, que peut-être notre partenariat était peut-être un peu trop orienté vers l'État, vers le souverain, et qu'on avait... Alors on a commencé à faire des choses. Tout n'est jamais... blanc, tout n'est jamais noir, tout n'est jamais parfait. Tout n'est jamais parfait. Donc on avait commencé à faire des choses, on a un programme d'appui à la compétitivité avec aux entreprises camerounaises, le DAC, qui a bien fonctionné. Mais on s'est quand même aperçu dans le bilan Global Gateway qu'on ne s'était pas assez adressé peut-être aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes entrepreneuses camerounaises. Qu'on n'avait peut-être pas regardé d'assez près les conditions de leur financement par le système financier, par le système bancaire, les conditions de coaching et d'accompagnement. Donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les appuis dans le non souverain pour le secteur privé, parce qu'on croit que c'est aussi une grosse partie du développement du pays, et donc on doit investir davantage sur le tissu économique local, qui ne se pose pas non plus, et là je tiens aussi à introduire la nuance, forcément en concurrence avec le secteur européen. Pour nous, il y a forcément, c'est plutôt une notion de complémentarité qui peut exister. Il y a un certain nombre de produits camerounais qu'on ne pourra de toute façon jamais produire en Europe. Si ces produits camerounais peuvent être produits et transformés au Cameroun, je pense à la filière cacao, au chocolat, tant mieux. Enfin, ça peut être. C'est une forme de complémentarité. On peut avoir une complémentarité, et c'est ça qu'on recherche systématiquement. Et c'est pas forcément la concurrence. Voilà, on n'est pas dans le même positionnement que par rapport aux États-Unis, que par rapport à la Chine ou d'autres acteurs internationaux. Mais au contraire, on a peut-être intérêt à construire ensemble des filières compétitives par rapport à ces pays aussi qui veulent imposer leurs lois du commerce international. Donc le Cameroun, l'Afrique, l'Europe ont tout intérêt à travailler ensemble et à ne pas se vivre en tant que concurrents, mais en tant que partenaires. Et votre réponse nous amène à nous intéresser aux APE. L'accord de partenariat économique, monsieur l'ambassadeur, est largement perçu par les cercles économiques camerounais comme un outil néocolonial empêchant le Cameroun de protéger ses industries naissantes.
Que faites-vous ou que comptez-vous faire au niveau de l'Union européenne pour modifier cette perception et rendre cet accord véritablement équitable? Alors je vais essayer d'abord de corriger la perception qui n'est pas la vôtre, parce que je sais que vous n'avez pas cette perception-là, mais je sais que certaines personnes l'ont effectivement. D'abord, vous rappelez un peu d'histoire, c'est que l'accord de partenariat économique, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Union européenne pour être imposé au Cameroun ou à d'autres pays africains. L'APE est née d'une plainte du Brésil devant l'Organisation mondiale du commerce. Avant, nous avions, nous, un système de libre entrée de tous les produits de nos pays partenaires ACP en Europe, et il nous convenait très bien. Nous étions tout à fait d'accord pour que les produits camerounais entrent sans droit de douane en Europe et qu'inversement, les produits européens aient des droits de douane. Mais le Brésil, au début des années 2000, a dit non, nous on n'est pas d'accord, on porte plainte devant l'OMC parce que l'Europe ne doit pas accorder davantage compétitifs à certains pays partenaires par rapport à nous. Ou alors l'Europe doit supprimer ses droits de douane pour tous les produits brésiliens, ce que nous n'étions pas disposés à faire. Donc nous avons été forcés par l'Organisation mondiale du commerce de revoir notre système de partenariat économique qui existait avant, qui était un système, comme je le disais, où il n'y avait pas de droits de douane sur les produits camerounais et des droits de douane sur les produits européens, qui nous convenaient. Mais nous avons été obligés de le faire parce que sinon nous n'aurions pas été en accord avec les règles de l'OMC. Avec les règles, voilà. Et donc on s'est vu imposer, on s'est vu forcé de négocier ces accords de partenariat économique avec un certain nombre de pays africains, dont le Cameroun, les pays à revenus intermédiaires, et notamment je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Ghana, je pense au Cameroun, je pense au Kenya, parce que sinon, si on ne faisait pas ça, on se serait retrouvé dans un système, entre guillemets, normal, dans lequel tous les produits camerounais auraient dû être taxés au même niveau que les produits brésiliens, au même niveau que les produits américains, et donc le libre-échange qui était plus favorable au Cameroun aurait été détruit. Donc nous avons conçu ces accords de partenariat économique dans une optique plutôt qu'on a voulu le plus bénéfique possible pour nos pays partenaires. Et il y a une chose très, très simple que je peux vous dire également, c'est que 100% des produits camerounais entrent en Europe sans droit de douane. 70% des produits européens, ça veut dire que 70% des produits européens entrent au Cameroun sans droit de douane. Mais 30% des produits européens continuent à avoir des droits de douane. Et le gouvernement camerounais peut décider à tout moment, sur un produit de la production nationale camerounaise, de dire « Ah, on veut développer justement notre industrie, notre secteur de transformation dans le secteur, donc on le protège et on a le droit d'imposer des droits de douane. » Et donc, vous voyez que c'est un système qui est plus favorable au Cameroun. Et ça se voit aussi dans la balance commerciale. Le Cameroun exporte plus de produits vers l'Union européenne qu'il n'en importe. Donc, votre balance commerciale est aussi excédentaire. Donc, voilà. Je ne dis pas que tout est parfait, mais là aussi, on doit travailler sur de la complémentarité. Et il me semble qu'il peut y avoir une certaine logique, même pour le développement économique du Cameroun, même pour sa compétitivité, d'avoir un système donc plutôt favorable aux produits européens, par exemple sur des machines de transformation, sur des équipements, des équipements informatiques qui ne sont pas produits au Cameroun, qui permettent donc aux entrepreneurs camerounais d'y accéder, d'installer ces machines dans leurs usines et d'avoir une industrie de transformation locale plus compétitive. Et inversement, bien sûr, tous les produits camerounais partent vers l'Europe sans droit de douane. Donc cette perception, je veux un petit peu la casser devant vous. D'abord donc parce que ce n'était pas un accord que nous avons voulu imposer aux pays partenaires africains, mais parce que c'était un accord que nous avons été obligés de mettre en œuvre en partenariat avec les pays partenaires pour répondre aux règles de l'OMC, et ensuite parce qu'il est effectivement quand même conçu pour protéger les produits camerounais. Mais jusqu'ici, l'APE n'a pas été ratifiée par les autres pays de la CEMAC. L'Union européenne n'est-elle pas responsable de la fracture économique régionale en ayant signé un accord bilatéral avec un seul pays, sapant ainsi l'objectif d'intégration africaine? Alors nous étions obligés de le faire, je tiens à vous le répéter, avec des pays à revenus intermédiaires. Donc
se trouver dans ces pays un peu plus riches que les autres, que les PMA, que les pays les moins avancés qui entourent le Cameroun. Donc nous avons notamment négocié cette APE avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Cameroun, avec le Kenya, et voilà, et pas forcément avec tous les pays de chaque région. Au début, on voulait faire des APE régionaux, effectivement des accords de partenariat économique régionaux, mais il se trouve en fait que les pays voisins, je pense au Tchad, je pense à la Centrafrique, bénéficient en fait, continuent à bénéficier d'un système qui est plus favorable pour eux, qui est le système tout sauf les armes, et donc qui permet à leurs produits d'être importés en Europe sans droit de douane, mais sans correspondance. Donc il y a une petite distorsion, je l'admets, en faveur du Cameroun. Nous souhaiterions évoluer vers davantage d'intégration régionale. Nous souhaiterions continuer à travailler sur des APE plus régionaux, mais ça ne peut se justifier que s'il y a une dynamique de croissance régionale, économique régionale, et ça ne peut se justifier que si aussi il y a une liberté de circulation totale des marchandises au sein même de la région et qu'il y a un développement économique régional qui se fasse. Parlons justement de ces accords. Eh bien, l'Afrique veut transformer ses matières premières. Pourquoi l'Union européenne n'impose-t-elle pas dans ses accords commerciaux des quotas de produits transformés pour garantir l'industrialisation locale au lieu de favoriser l'importation de produits bruts? Alors je pense que c'est un petit peu compliqué à faire pour nous quand on est acheteur, parce qu'il y a de la concurrence internationale, parce que simplement il y a certains pays qui diront non, nous on veut continuer à exporter vers l'Europe, je pense à certains pays d'Amérique latine, nos produits, ou même certains pays d'Asie, on veut exporter nos produits bruts. Donc c'est pas forcément les pays acheteurs au niveau international qui peuvent imposer ce type de règles. Par contre, il me semble que c'est plutôt les pays vendeurs, comme le Cameroun, et que la décision peut être une décision nationale. Sur le bois, par exemple, je sais que le Cameroun s'est engagé sur une interdiction d'exportation des rondins bruts et uniquement l'autorisation d'exportation de produits transformés. C'est plutôt au niveau de la vente des produits que vous pouvez avoir une influence qu'à l'entrée. Donc je pense que vous avez compris un peu la nuance, c'est que compte tenu de la concurrence internationale, de la compétition internationale sur le sujet, l'Europe peut difficilement imposer une règle universelle avec des pays qui forcément sont aussi dans des positions différentes. Mais vous continuez à discuter. D'ailleurs, le sommet Union africaine, Union européenne a été lancé en Angola et est marqué par 2 grandes sessions plénières. La première, bien sûr, concerne les questions de paix, de sécurité, de gouvernance et de multilatéralisme. Il y aura également la prospérité, la migration et la mobilité qui sont donc les thèmes débattus à ce sommet Union africaine, Union européenne. Oui, le sommet de Luanda, donc, qui se déroulait en Angola, extrêmement important. Il marquait aussi un anniversaire très important dans notre relation avec l'Afrique. C'était le 25e anniversaire de la relation et des sommets Union européenne, Union africaine. Ces sommets se déroulent tout le temps en alternance. Ils impliquent la présence de chefs d'État, de plus d'une cinquantaine de chefs d'État d'Afrique, ou de chefs de gouvernement, de chefs d'État et de représentation, bien sûr, mais aussi de 27 États membres de l'Union européenne. Et donc, c'était un moment extrêmement important de partenariat, de consolidation de ce partenariat, que d'avoir cette rencontre à Luanda, surtout dans un monde où les choses sont quand même très évolutive, où il y a beaucoup de menaces qui pèsent dans le monde. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, il y a la situation au Moyen-Orient avec Gaza, mais il y a aussi les grandes crises africaines qui sont parfois des crises oubliées, comme la crise au Soudan, la crise en République démocratique du Congo. Il y a vraiment des sujets sur lesquels on doit peut-être collectivement plus attirer l'attention. Et donc je pense que ce sommet était très important pour mettre un peu un coup de phare sur ce sujet du partenariat Union européenne, Union africaine, pour continuer à construire quelque chose dans la durée. Excellence, bien que ce ne soit pas vos compétences directes, l'Union européenne est la plus grande zone monétaire voisine. Considérez-vous que l'attachement du franc CFA à l'euro sève aujourd'hui l'indépendance monétaire et le développement économique du Cameroun, ou constitue-t-il un frein sous-estimé? Alors, ce n'est pas un frein dont on me parle vraiment souvent.
Ça, c'est juste une observation de base. On parle souvent plutôt comme frein du climat des affaires, des questions de fiscalité, voilà, des sujets très, très, très concrets, voilà, d'administration, de rapports de partenariat public-privé. On parle peu de la question monétaire. Je tiens à vous dire, en tant qu'Européens, vraiment en tant qu'Européens, nous, on croit à l'unité monétaire. L'euro, si vous allez interroger des Français, des Allemands, des Italiens, ils ont adhéré à l'euro à la fin des années 1990, début des années 2000. On a mis en place une monnaie unique qui n'existait pas avant. Et les gens sont convaincus que c'est mieux qu'avant, que leur propre monnaie nationale, et que ça fonctionne mieux. Et je dois vous dire que j'ai une petite expérience diplomatique, quelques années que je suis diplomate. J'ai été dans un certain nombre de pays, des pays où le franc CFA a effectivement existé, mais aussi des pays comme Madagascar, où c'est le franc malgache, qui n'a aucun rapport avec le franc CFA, ou la République démocratique du Congo, où c'est le franc congolais. Mais je peux vous dire que la République démocratique du Congo est complètement dépendante du dollar, complètement dollarisée. Tous les échanges se font en dollars. Et donc c'est pas parce que c'est pas la faute du franc CFA si le Congo dépend du dollar. C'est pas la faute du franc CFA si Madagascar reste malheureusement dans les pays les plus pauvres au monde. Donc c'est pas un obstacle en soi au développement. La monnaie est souvent prise comme un bouc émissaire, voilà, de ce qui va ou de ce qui ne va pas, la force de la monnaie, etc. Non, c'est un instrument. Voilà, et cet instrument, il peut donner des avantages, des inconvénients. Toute solution économique a des avantages ou des inconvénients. Nous, Européens, on croit plutôt à l'unité monétaire. Donc, je dirais à nos amis africains, je crois plutôt à l'unité monétaire, et pourquoi pas à l'unité monétaire, justement, vous évoquiez l'intégration régionale, oui, à l'unité monétaire plus vaste, l'unité monétaire africaine. Revenons sur le territoire camerounais, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pratiquement banalisé aujourd'hui. Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas exercé une pression politique et médiatique plus forte pour forcer un dialogue inclusif et désarmer le conflit? N'y a-t-il pas un manque de volonté d'ingérence politique lorsque cela ne menace pas les intérêts européens directs? Voilà, je pourrais me tourner utiliser une pirouette et vous dire que parfois vous m'accusez d'être ingérant et puis parfois de ne pas être suffisamment ingérant. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous ingérant ou non ingérant et vous tenir à une même ligne de cohérence totale sur les différents sujets. Non, plus sérieusement, je pense que cette crise ne doit pas être oubliée. Elle est très importante, elle affecte encore des milliers de personnes. Il y a des personnes qui sont victimes de kidnapping, qui sont victimes de violences. Récemment, les kidnappings de prêtres, voilà, qui ont été heureusement relâchés. Mais voilà, et on a une situation qui n'est pas entièrement résolue. Pour nous, Union européenne, nous appuyons tous les mécanismes de dialogue, de concertation, de poursuite de négociations entre les partenaires concernés, toutes les parties prenantes concernées. Et nous croyons qu'il n'y aura une solution durable que par une solution de paix, par la recherche d'une solution de paix. Alors c'est compliqué. Là aussi, nous, on n'a pas forcément que des leçons à donner. On a connu des situations de crise en Europe, dans nos pays européens. Mon pays d'origine, la France, vous savez peut-être les histoires qu'il y a avec la Nouvelle-Calédonie. L'Espagne, sa relation avec la Catalogne et le Pays Basque. La Belgique, pour ne parler aussi d'un pays important pour nous, bien sûr la Wallonie et la Flandre. Voilà, on a aussi des histoires, peut-être que nous pouvons aussi mieux apprendre les uns les autres de nos expériences, échanger sur les solutions administratives qui ont été trouvées. Il y a des choses nouvelles qui ont été introduites suite au dialogue national au Cameroun qui sont intéressantes. La notion d'ombudsman, de médiateur, de respect des règles locales. Mais peut-être qu'on peut encore travailler davantage sur des échanges d'expériences de ce que nous faisons les uns et les autres. Toujours, je pense, dans la recherche d'une solution de paix, de compromis, voilà, qui doit être cherchée et qui pour moi est très, très importante.
Un autre problème, c'est celui de Boko Haram. Dans le cadre de la coopération sécuritaire, eh bien, comment est-ce que l'Union européenne garantit-elle que l'aide fournie ne contribue pas aux violations des droits humains par les forces de sécurité camerounaises, un risque souvent dénoncé par les différents rapports que nous avons des ONG? Alors on essaye toujours d'accompagner, bien sûr, toutes nos actions d'appui, d'actions de formation. Donc ça c'est extrêmement important, de formation au droit international, au respect du droit humanitaire international. On travaille beaucoup avec un organisme qui s'appelle le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, sur l'accompagnement justement de la formation des unités militaires, sur l'existence d'une justice militaire aussi qui est très, très importante au sein des unités armées pour que les responsables des exactions soient effectivement traduits en justice. Lorsque nous entendons parler de certains cas concrets, alors des choses qu'on ne peut pas forcément étaler non plus sur la place publique, mais lorsque nous entendons parler de certains cas concrets, nous saisissons systématiquement les autorités militaires compétentes. Ça peut aussi parfois être des accusations sans fondement, hein. Je ne porte aucun jugement, mais nous saisissons le ministre de la Défense et à chaque fois, je dois vous dire que nous avons une réponse et un suivi des cas qui sont identifiés. Donc c'est un sujet que nous suivons attentivement, mais qui n'est pas un obstacle définitif à la coopération militaire et à la coopération sécuritaire, parce que nous faisons face là aussi à un ennemi commun, à une menace commune, qui est ce radicalisme islamique, traduit autour du lac Tchad par Boko Haram, qui cherche à imposer des règles contre les souhaits des populations. Et nous avons un intérêt commun à lutter contre le développement de ce phénomène terroriste international qui, pour le cas du Cameroun, va aussi kidnapper des jeunes enfants, s'attaquer à des jeunes femmes, qui va imposer des règles qui ne sont pas acceptées par aucune de nos sociétés, et donc sur lequel nous avons un intérêt commun à lutter contre ce terrorisme. Parlons toujours de l'aide humanitaire de l'Union européenne. Elle est louable, hein, monsieur l'ambassadeur, mais sa contribution est parfois, sa distribution est parfois difficile. L'Union européenne est-elle certaine que son assistance n'est pas instrumentalisée par des acteurs locaux ou entravée par la mauvaise gestion des autorités au détriment parfois des populations déplacées? Alors l'aide humanitaire, bien sûr, est un objet toujours qui peut être accusé d'instrumentalisation. Là, je ne peux pas porter forcément de jugement. Mais là aussi, je dois vous dire, qu'on a des principes très clairs d'intervention qui font par exemple que les fonds humanitaires ne dépendent pas de mon autorité, mais dépendent d'une unité spéciale qui s'appelle ECHO, qui est la Direction Générale Humanitaire de la Commission Européenne, qui agit en toute indépendance des instructions politiques. Donc il y a vraiment une séparation entre l'action humanitaire et l'action politique. Et déjà, on s'assure qu'il n'y ait pas d'interférence ou de jugement politique dans les attributions de cette aide humanitaire au niveau européen, ce qui est déjà important. Ensuite, ECHO travaille systématiquement avec des partenaires identifiés au niveau local en lien avec un certain nombre d'ONG et d'organisations de solidarité internationale qui interviennent dans le domaine humanitaire. Donc c'est un travail qui se fait en partenariat avec ces organisations, qui fait qu'on identifie là aussi des partenaires qui répondent à certains critères de légitimité, d'efficacité, d'action sur le terrain. Donc ce qui fait que par exemple l'aide apportée par ECHO, nous arrivons quand même à la distribuer dans des régions en conflit du Cameroun. Je pense aux régions du sud-ouest et du nord-ouest qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui. Et que cette aide humanitaire, elle est respectée à la fois par les forces armées camerounaises, mais qui n'interfèrent pas dans sa distribution, et par les groupes armés. Donc on a une certaine reconnaissance du travail que nous faisons. Et maintenant, le plus compliqué, c'est de passer de l'action humanitaire pure à l'action de développement, à faire ce qu'on appelle dans un terme très techno, ce qu'on appelle le nexus, et donc arriver de passer de l'action locale par des ONG humanitaires qui ont l'inconvénient d'apporter un soulagement, qui ont l'avantage d'apporter un soulagement immédiat à la population, mais qui ont l'inconvénient de ne pas s'inscrire dans la durée, de ne pas apporter une solution durable. Et donc là, notre souci, c'est de transformer l'aide ponctuelle que nous apportons en aide durable, qui permette véritablement de répondre aux besoins des populations. Alors je vais vous citer un exemple très concret, un sujet qui nous a beaucoup occupé l'an dernier.
j'ai trouvé parfois un peu sous-estimé malgré tout au Cameroun, qui étaient par exemple les inondations qui sont intervenues dans l'extrême nord. Oui. Donc là, ECHO, bien sûr, est intervenu, a apporté de l'aide humanitaire, a travaillé avec un certain nombre de partenaires. Mais là, il faut, bien sûr, ces inondations, avec le changement climatique, tout ce qui était en train de se produire, elles ne se sont pas reproduites ces années. Mais l'an prochain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ça va se reproduire. Oui. Donc il faut en faire en sorte que ce que nous apportons comme aide permette de faire en sorte que les villages ne soient pas forcément reconstruits aux mêmes endroits, dans des zones inondables, qu'on s'assure que les cases soient au-dessus du niveau des eaux. Et voilà, donc il y a vraiment un travail de prospection, de réflexion sur le long terme, de planification sur le lien humanitaire, développement et solutions durables pour les populations. Excellence, suite au récent coup d'État en Afrique de l'Ouest et même centrale, dont dépend le Cameroun, qu'est-ce qui empêche justement le Cameroun de basculer dans une crise similaire? Et quelles sont, selon vous, les actions préventives de l'Union européenne pour adresser les causes profondes de l'instabilité? Alors moi, je crois profondément d'abord en la sagesse camerounaise, et donc pas forcément dans un esprit d'imitation pure et simple de gens qui une sorte prennent le pouvoir. Contagion. Une sorte de contagion un peu simpliste, entre guillemets, de se dire que voilà, la solution à tous les problèmes serait la solution militaire, un coup d'État, et voilà, tout est résolu. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, malheureusement. On s'aperçoit que, au début, on vous promet, ah oui, on a fait un coup d'État, mais on va le rendre dans 1 an, dans 2 ans, on va rendre le pouvoir aux civils. Et puis, 5 ans après, vous apercevez que le même chef d'État militaire a conservé le pouvoir. Donc, on se pose quand même des questions sur la sincérité parfois des auteurs de ces coups d'État. Donc je pense, moi, que le coup d'État n'est jamais une bonne solution. C'est pas le coup d'État militaire, il n'apporte rien, c'est pas une réponse durable aux problèmes que vous évoquez. Alors ensuite, les solutions, bien sûr, vous pouvez dire c'est l'Union européenne qui doit faire ça, ça et ça, mais je pense que c'est un ensemble de solutions qui doivent être définies en premier lieu par le pays partenaire, par le Cameroun. Les questions que vous évoquez qui sont extrêmement graves et extrêmement sensibles, la question de la jeunesse, la question du chômage, c'est des problèmes structurels auxquels l'Union européenne, on peut échanger nos expériences, on peut peut-être apporter certains conseils, on peut peut-être mobiliser certains assistants techniques, pourquoi pas. Mais c'est pas nous qui devons apporter cette réponse. On n'est pas là à votre place. on est partenaire. On peut dialoguer, faire des propositions. Comme parfois, dans un esprit de réciprocité, moi j'aimerais bien parfois que nos amis camerounais fassent des propositions sur la gouvernance européenne ou sur la gouvernance de certains nombres de mes pays. On est dans un système d'égal à égal. On n'est pas dans un système, j'en reviens tout à l'heure à mon expression, on n'est pas dans un système de donneurs de leçons sur lequel on dirait « Ah, il faut faire ça, ça, ça et ça ». Non, voilà, il faut d'abord qu'il y ait des bonnes politiques publiques. Elles sont difficiles à tenir. Les choses ne sont pas faciles. Elles sont nulle part faciles. Tout à l'heure, je parlais avec une collègue dans la voiture en venant ici et on parlait de la difficulté d'adoption du budget en France. Voilà, on s'aperçoit que nulle part, on a des solutions faciles. Par contre, se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions, pour toujours favoriser l'écoute, le dialogue, le respect mutuel, là on peut faire des choses. Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne soutient-elle fermement et sans condition l'octroi d'un siège permanent pour l'Union africaine au Conseil de sécurité de l'ONU, ou cette position est-elle soumise à des conditions cachées? Forcément, il n'y a pas de... La réponse est, nous soutenons fermement le renforcement de la position africaine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. On s'aperçoit que l'ONU, en fait, a été créée en 1945 dans un tout autre contexte, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et que l'ONU actuelle et son mode de fonctionnement, avec son Conseil de sécurité actuel à 15 membres, ne répond plus aux réalités du monde contemporain, ne répond plus à la diversité géographique. On est passé d'une 50aine de pays dans les années 50 à plus de 180 pays maintenant. Et donc, il y a une nécessité d'un rééquilibrage géographique du Conseil de sécurité qui passe par son élargissement.
Et bien sûr, l'Union européenne, alors là, elle est à fond engagée derrière l'Afrique, derrière l'Union africaine. On l'a écrit, on l'a dit, derrière l'idée que la représentation africaine au Conseil de sécurité soit approfondie, soit élargie, et que l'Afrique puisse faire entendre sa voix dans les grands débats du monde. Et là, il n'y a pas d'agenda caché, parce que c'est simplement notre intérêt. Alors là, notre intérêt évident, notre intérêt visible, c'est d'avoir des alliés, des partenaires qui travaillent avec nous sur un certain nombre de positions pour défendre le multilatéralisme et la coopération internationale. Parce qu'il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, qui ne croient plus à la coopération internationale, qui disent que c'est la loi du plus fort qui doit l'emporter, qui disent que c'est la grande puissance, l'hyperpuissance qui doit dicter ses droits de douane à tout le reste du monde. Eh bien, c'est pas notre intérêt à nous, Européens, et c'est pas votre intérêt à vous, Africains. Et donc, on doit être ensemble. Et pour ça, on doit porter une voix renforcée ensemble au Conseil de sécurité, dans les grandes institutions financières internationales, faire entendre la voix de la raison. Pour conclure, quel message de réconciliation et de véritable partenariat l'Union européenne adresse-t-elle à la jeunesse camerounaise qui est souvent la plus critique et la plus désabusée par les relations historiques avec l'Occident ? Je ne crois pas qu'il faille être désabusé. Je pense qu'il faut être optimiste. Il y a des erreurs qui ont été... Il faut reconnaître d'abord, il faut faire un bilan d'histoire, il faut reconnaître les erreurs passées. Il y a eu l'histoire coloniale qui est condamnable, le colonialisme qui est totalement condamnable. Il y a eu des actes, et donc il y a un travail de réconciliation à faire là-dessus. Mais il y a aussi une idée qu'il faut se tourner un peu plus vers le futur, vers le partenariat, vers la co-construction. Il ne faut peut-être pas autant attendre de l'injonction, de dire, l'Europe doit dire ça. Non, on est là d'abord pour écouter. On est là pour travailler ensemble, on est là pour écouter les messages que l'Afrique veut faire entendre, que la jeunesse africaine veut faire entendre. Et moi, le conseil que je donne à la jeunesse, mais à la jeunesse pratiquement tout court, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde que vous voulez construire, que vous pouvez construire. Donc engagez-vous dans la vie publique, dans la vie économique. Pensez non pas forcément qu'à vous-même, mais pensez aussi aux autres. Pensez à des mécanismes de solidarité, pensez à la construction d'un monde meilleur que nous voulons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça nécessite de travailler ensemble. Et on le fait aussi parce que je dois vous dire qu'il y a l'histoire, mais il y a aussi le présent, et il y a les diasporas camerounaises présentes dans tous nos pays européens. L'Allemagne, la diaspora camerounaise est la diaspora africaine la plus importante en Allemagne. En Belgique, c'est la seconde diaspora la plus importante. Donc c'est vous dire que le Cameroun a beaucoup d'influence et que les Camerounais ont énormément d'influence en Europe. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté l'invitation au Studio 4 de Balafon Télévision. Vos éclaircissements, bien sûr, nous ont permis de mieux saisir la profondeur et la complexité du partenariat Union européenne-Cameroun. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cet entretien a été réalisé par Francis Moukam. Rendez-vous très prochainement sur Balafon Télévision.